Marc, who is actually, he was part of the Net Vibes team. I've known him for ages, now that I think about it. We only met not too long ago when he was doing Regioneo, and he'll tell you in a minute what it is. If we get a warm welcome for him, please. So, hi Marc, I'm glad you made it. On va passer en français en fait parce que là on va parler des sujets un peu plus techniques, un peu de financement, donc we'll switch around. Donc rapidement, j'aimerais bien qu'on précise que toi, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as levé de l'argent d'une manière assez innovante pour Regioneo et tu as refait la même chose pour chacun son café. Mais avant de commencer à parler de comment tu as fait le lever, peut-être tu peux juste raconter c'est quoi Regioneo? Alors, Regioneo, c'était un projet qui a beaucoup évolué dans le temps. À la base, c'était une place de marché de vente de produits régionaux. Donc, l'idée, c'était de permettre de faire se rencontrer des petits producteurs et des consommateurs qui cherchent des bons produits. Donc, on a beaucoup évolué dans le modèle. À la fin, c'était beaucoup plus sur e-commerce, sur forme d'abonnement. Sur la question de pourquoi utiliser le crowdfunding, parce que je pense que c'est ça à laquelle tu vas arriver, je devance ta question, tu m'excuseras. Moi, j'ai vécu, enfin, j'ai pensé ce projet comme un projet collectif en disant voilà, je veux pas le faire tout seul, donc j'avais déjà des associés. On a fait donc on a créé en 2009, on a fait une première levée à peu près 130 000 euros en 2009, donc juste après la création. Et on avait besoin de se financer comme toutes les startups, surtout qu'on était sur des approches innovantes, donc avec des business models qui se financent sur la durée, donc avec une rentabilité qui ne peut pas être immédiate. Et donc on a cherché un deuxième tour de financement, on cherchait à lever 200 000 euros, ce qu'on a fait en utilisant en partie le crowdfunding, donc avec une plateforme en equity. Donc j'ai des personnes qui ont parlé avant Et ont un c'était peu... avec quelle plateforme? Alors c'était avec WeSeed, donc j'ai utilisé plutôt comme un support réglementaire, puisque comme toutes les plateformes de crowdfunding, ils ne font pas la partie marketing, qui pour moi est clé, hein, donc ça a été un peu évoqué juste avant. Et donc j'ai utilisé WeSeed plutôt comme un support réglementaire, donc pour nous aider à créer la structure avec des holdings, etc. Mais peut-être en parlerai après. Ce qui est important, c'est la nature collective du projet. Quand vous financez vos produits, vous pouvez utiliser des plateformes comme Kickstarter, Ulule et d'autres. Mais vous financez des projets et vous ne financez pas des entreprises. En fait, aujourd'hui, la volonté des investisseurs et des personnes qui vont vous soutenir financièrement, elle n'est pas uniquement financière, mais elle est quand même financière. Et l'objectif, c'est nous, le modèle qu'on a choisi, c'est de permettre à nos investisseurs d'entrer au capital au même titre que les business angels. Et la raison pour laquelle, c'est simplement parce que ce qu'on voulait, c'est qu'ils soient des actionnaires. En fait, ce sont des partenaires long terme. Ils ne soient pas juste des personnes qui ont fait une action ponctuelle de financement en faisant, par exemple, si on prend Kickstarter, c'est beaucoup la précommande des produits qui est le fonds de commerce, c'est-à-dire ils achètent d'avance et ça permet de financer et ils ont des rewards symboliques, mais l'objet, c'est vraiment de financer soit des productions, etc. Et là, l'idée, c'est d'avoir des actionnaires. Et moi, j'utilisais mon réseau. Alors là où je rejoins ceux qui parlaient avant, c'était sur le côté crowdfunding, veut dire les cercles de personnes autour de vous et les amis des amis, en tout cas les contacts de vos contacts. Je crois beaucoup à ça aussi. Mais il faut ajouter une dimension marketing qui est très importante. C'est-à-dire que pourquoi vous faites du crowdfunding, c'est avant tout, en tout cas moi comme je le vois, et je pense que vraiment le crowdfunding c'est le sens de l'histoire, non pas seulement pour se financer, mais aussi pour se faire connaître. Et donc ça c'était un des points communs avec tout ce qui était dit avant. Et pourquoi l'equity? Parce que vous créez une relation de long terme et c'est vraiment fondamentalement différent avec tout ce qui était dit avant, où vraiment c'est court terme, c'est-à-dire j'achète un produit d'avance et voilà, j'ai aidé et je le fais par empathie, etc. Tout un tas de motivations. Mais une fois que j'ai acheté mon produit, etc., j'ai plus de motivation particulière à ce que l'entreprise se développe, puisque j'ai déjà fait mon acte. Et alors que quand en equity, c'est différent, c'est-à-dire qu'eux, ils vont pas forcément avoir de reward, on va pas forcément leur donner des produits gratuits, on va pas forcément leur donner des services gratuits, ni même des réductions, mais on va leur dire voilà, vous aidez un projet parce qu'il a du sens pour vous. Donc nous, on était dans une approche quand même assez sociale, dans le sens où
on aide les petits producteurs, etc. Et donc, ils nous aident pour ça. Ils mettent des petites sommes. Donc, moi, je voulais quelque chose de collectif. Donc, j'ai dit, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, j'ai donné un minimum de souscription à 100 euros. Donc, vous vous rendez compte que 100 euros en frais administratifs, c'est inférieur au coût réel de traitement d'un actionnaire quand il donne 100 euros. Mais j'en voulais beaucoup. Et donc, on en a 250, 240. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse participer. Et donc, toutes ces personnes qui vont donner 100 euros, donc on avait un écart type important, à peu près la moitié qui donnait le minimum, 100 euros, puis après ça montait, puis ça allait jusqu'à 2500, 3000 euros. Et à côté, on avait des business angels qui ont mis jusqu'à 50 000 euros, donc c'était assez différent l'écart type. Ces gens qui mettent 100 euros, en fait, ils le font à fond perdu. En fait, ils partent pas du principe qu'ils vont gagner de l'argent avec ça, parce que même s'ils font un multiple x10, ils vont gagner 1000 euros, donc ils savent bien qu'ils vont pas gagner d'argent avec ça. Par contre, ils soutiennent un projet, et ce qu'ils veulent, c'est que si le projet se développe bien et cartonne, ils veulent leur part du gâteau. C'est juste un reward à la sortie, a posteriori, et de faire partie de l'aventure, etc. Et donc, d'une certaine manière, ils vont être engagés dans l'aventure avec tous les autres actionnaires pendant une certaine durée, pouvoir donner leur avis, etc., avoir un rapport particulier à l'entrepreneur, etc. Et ça, dans nos métiers de l'Internet, etc., ça a beaucoup d'intérêt parce que ça permet de faire des partenariats, ça permet de, éventuellement aussi, quand on a des modes de financement B2B, side business, parce qu'on sait que toutes les startups se financent aussi un peu comme ça permet aussi d'avoir ce type d'apport. Et puis après, l'autre chose, donc je devance ta question, tu m'excuseras, mais l'autre chose qui est vraiment importante par rapport à tous les autres modes de financement, c'est de bien penser que pour moi, le crowdfunding, c'est une action marketing et c'est complémentaire avec les autres modes de financement. C'est-à-dire que je ne crois absolument pas aux gens qui n'arrivent pas à trouver de l'argent chez des business angels, etc., qui vont aller se dire, bah voilà, je vais me mettre sur une plateforme de crowdfunding et je vais trouver de l'argent comme par enchantement. Je ne crois pas du tout. Par contre, le fait de dire, je vais avoir des financements par des business angels ou par même des financements plus grands, et après, à côté, je veux donner un caractère collectif à mon projet, avoir des investisseurs qui vont non pas seulement mettre de l'argent, mais aussi apporter du réseau, etc. Tout à l'heure, il y avait une question sur l'apport du réseau à propos de Restopolitan, où il n'y avait pas vraiment d'apport du réseau, il ne fallait pas compter dessus. Moi, je suis absolument en contradiction avec ça. Je pense que c'est fondamental. Et moi, je fais beaucoup de business avec mon réseau et je consacre beaucoup d'énergie et ça me le rend bien. Et je pense que le fait de partager des intérêts avec des gens de son réseau, c'est très utile dans le business. Et moi, en fait, je vais revenir en fait Ouais. sur certains points que tu as évoqués. Je pense que là, tu as bien résumé un peu le projet, mais je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant dans ton histoire, c'est que tu as levé, c'était combien? C'était 100 000 en 3 semaines ou un truc comme Alors, ça? voilà, oui, exactement, c'est ça. Donc, en fait, on a bloqué 90 000 euros de business angel et on voulait lever 200 000. Donc, on a fait cette opération de crowdfunding en parallèle, justement parce que je voulais donner un caractère collectif et je voulais faire du buzz autour du projet, ce qu'on a vraiment bien réussi. Effectivement, on a levé les 100 000. Alors, ce qu'il faut dire, c'est 100 000. En vrai, en 3 semaines, on avait plus que 100 000 en promesse de souscription. On a fait du surbooking parce qu'on avait bien anticipé que tous les délais, enfin les délais administratifs qui sont quand même assez compliqués, donc je vais y revenir, c'est important. Donc on avait surbooké, on a finalement levé 100 000 parce que c'était la limite qu'on avait, qui était une limite légale au-dessus de 100 000. Après, ça devient un appel public à l'épargne. En tout cas, il y a un risque de requalification avec toute une batterie de complications administratives. Donc on s'est limité à 100 000. Et effectivement, on l'a fait en 3 semaines parce qu'on a mené une opération de buzz autour de ça. Donc la raison pour laquelle on l'a bien réussi aussi, c'est parce que c'est notre métier de base, en fait, c'est-à-dire de faire du marketing avant d'être des commerçants, des marketeurs. Et quand tu dis une opération de buzz, ça consiste en quoi? Alors, en fait, c'est une opération de marketing de lancement, au même titre que vous lancez un produit, etc.
avec un teasing, avec une vidéo virale, avec des personnes qui se sont inscrites avant. C'est-à-dire que nous, on avait 35 personnalités de l'Internet Comme qui, par exemple? Comme Freddy Mini de NetVibes, comme Rafik Smati de Dromadaire, comme Jacques Froissant, que vous connaissez certainement, etc. C'est pas n'importe qui Voilà, quand même. il y en avait 35. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, vous allez regarder sur regioneo.com/investir. Vous verrez là, il y a à peu près 80 personnes qui ont mis leurs photos, parmi les 230 qui ont investi. Dans un certain nombre d'entre eux, vous allez les reconnaître. Et donc, quand on a ouvert l'opération, le jour où on a ouvert l'opération, il y avait déjà 35 personnes connues de l'Internet qui avaient déjà affiché leur tête sur le site. C'est très important, cette phase de teasing, en disant, et ça a été d'ailleurs soulevé beaucoup juste avant, notamment sur KissKissBankBank, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui a expliqué que finalement les gens investissent sur vous parce qu'ils ont vu qu'il y avait d'autres gens qui avaient investi sur vous, etc. Ça donne confiance, ça crédibilise le projet. Et donc ça, c'était un travail que j'ai fait en amont, avant le lancement, et qui fait que lorsque on ouvre l'opération, on a déjà des personnes qui ont souscrit et qui s'affichent et qui sont connues et qui ont un témoignage. Donc pour chacun, il y avait une fiche qui est toujours sur le site d'ailleurs, où il dit pourquoi il a investi, etc. Et donc, ça, c'est très important. On avait une petite vidéo virale où on mettait en opposition Regioneo et la grande distribution. On a fait une grosse campagne avec les blogs parce que, comme tu l'as dit, j'ai travaillé pour NetVibes, après chez Wikio, eBuzzing, donc j'avais un très bon réseau de blogueurs. Donc on a d'ailleurs parmi les souscripteurs certains blogueurs influents comme AccessoWeb par exemple. Enfin, la dernière partie, qui n'est pas des moindres, et qui est surtout ce qui a été évoqué avant sur la partie les amis des amis, donc c'est-à-dire tous ces aspects on va dire de réseau, de parrainage, etc. On a fait un système de parrainage où en fait on offrait des actions gratuites pour les personnes qui nous amenaient des souscripteurs. Et donc ça a généré un buzz vraiment significatif. On parle de pratiquement 100 billets sur les blogs, à peu près 1 millier de retweets sur Twitter, etc. Et l'équivalent sur Facebook. Donc c'était vraiment très, très dense. On a eu la presse écrite, la télé, on est passé 2 fois sur BFM, etc. Et tout ça parce qu'on a marketé notre histoire, on a fait du storytelling autour de voilà ce qu'on fait et comment on le fait. Et voilà, maintenant on n'est plus tout seul, on est une équipe d'ambassadeurs, etc. Et donc ça, cette partie marketing est fondamentale en fait, parce que par ailleurs, je vois quand tu parlais de plateforme, la question de la plateforme est importante, mais en fait c'est plutôt des supports pour faciliter en fait les transactions, que les gens payent, etc. Mais en vrai, ce qui fait que les gens investissent, c'est qu'ils ont un coup de cœur pour le projet, avec ce côté, ben voilà, je suis pas sûr de gagner de l'argent, peut-être que j'ai perdu ma mise, mais en tout cas c'est une bonne action et plutôt que de garder mon argent ou de le donner à une autre cause, je le mets sur une cause qui me plaît et si jamais ça cartonne, je vais avoir ma part du gâteau. D'accord. Et je vois en fait ce que tu as fait, c'est un peu un mélange entre ce qui a fait Ready-Made avec les autres plateformes de crowdfunding et ce qui a fait Stéphanie avec toutes les personnes connues dans son capital. Mais après, comment tu as fait pour gérer tous les actionnaires après? Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? Parce que là, alors c'est à la fois compliqué et riche en fait. C'est-à-dire que imaginez-vous qu'en fait on avait des souscriptions à partir de 100 euros. Donc ça, c'était une volonté que j'avais. Donc il y en a d'autres qui font à partir de 500, à partir de 1000 euros. Donc ça trie beaucoup en fait. Beaucoup de gens qui vont faire un coup de cœur, ils sont prêts à mettre 100 euros. Et si 1000 euros, ça va être un nombre quand même plus faible. Moi, je voulais ce côté collectif. Donc, le côté compliqué, c'est que vous devez gérer des actionnaires. Ce sont des vrais actionnaires qui sont enregistrés. On a créé une holding. Donc, ce sont des gens qui sont souscrits dans une holding. Donc, ils sont actionnaires, de vrais actionnaires, enregistrés au registre du commerce, etc. Et ensuite, cette holding a pris la participation équivalente dans l'entreprise. Pourquoi on a fait une holding? Parce que c'était vraiment compliqué de gérer pour toutes les. Enfin, quand vous avez une entreprise, il y a tout un tas d'AG, de choses pas très. Enfin, un peu. Qui sont pas critiques et qui sont juste de l'administratif. Et on n'a pas envie à chaque fois de devoir mobiliser 200 personnes, etc. Donc, cela dit, ça reste quand même compliqué. Il faut une holding, donc c'est un coût de traitement annuel qui est quand même de plusieurs milliers d'euros, etc. Donc, il faut accepter en fait ça. Et donc ça, c'est la partie compliquée, qui n'est pas du tout à négliger.
Et après, la partie riche, c'est que tous ces gens, ils partagent un intérêt avec vous, que ça marche, qui vont vous donner des idées, qui vont vous mettre en relation avec des gens, qui vous apporter des clients, etc. Et ça, c'est une partie riche qui, selon moi, est durable, alors que d'autres modèles de crowdfunding ne sont pas aussi durables. Et en plus, il y a le côté aussi de quel est l'incentive, pourquoi les gens vont placer de l'argent sur vous, etc. Alors, tout à l'heure, on parlait de loterie, etc. En ce qui me concerne, je ne le perçois pas comme ça, même si il y a un côté aléatoire malgré tout. C'est pas un jeu en fait. Les gens soutiennent vraiment un projet, quoi. Et je pense que ils le soutiennent d'autant mieux que ils ont un intérêt à terme, in fine, à ce que ça marche. D'accord. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour faire avancer la société Alors oui, alors il y en a beaucoup qui ont fait. Nous, comme j'ai dit, on avait une activité à un moment de B2B en side business. Et il y a un certain nombre d'entre eux qui sont devenus des clients, qui ont acheté des prestations, etc. Il y en a beaucoup qui ont apporté aussi sur l'influence, sur des partenariats, sur des échanges de visibilité, etc. Et ça, c'est réel en fait. C'est-à-dire, dans la mesure où vous avez... En fait, il faut considérer que ce ne sont pas des investisseurs, on va dire, institutionnels, ce sont des investisseurs industriels. C'est-à-dire que ce sont des gens, la grande majorité des gens qui ont investi sur ce projet l'ont fait parce que ce sont des professionnels Internet ou des gens qui sont intéressés par la gastronomie, etc. Et ils sont dans une logique industrielle. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'amène un peu d'argent, je fais partie d'un projet, je vais donner mon avis, etc. Donc on a sollicité et vraiment, il y avait une bonne euh, une réponse en fait assez abondante. Ça c'est riche. Après évidemment ça demande du traitement parce qu'il faut vous dire que évidemment tout le monde veut des comptes, etc. Donc ça c'est le côté compliqué, mais le côté riche c'est que vraiment ils sont impliqués. Et je te pose une dernière question avant de prendre les questions de la salle. Euh, En fait, tu as refait plus ou moins la même chose avec chacun son café Oui. et ça a pris un peu plus de temps. Est-ce que Alors, tu sais pourquoi? alors oui, on sait pourquoi. Alors nous, donc, comme tu l'as dit, on a fait une opération très remarquée, donc qui fait que, notamment, d'ailleurs, il se trouve que l'actionnaire principal de Chacun son café est un ambassadeur de Régionio. Il a investi dans Régionio et il a beaucoup aimé l'opération. Il a voulu le faire lui-même. Alors lui, également, dans le même cadre que nous, avec un complément de business angel. Il faut savoir que Chacun son café est financé de manière indirecte par Pierre Berger, donc qui est quand même, comme tout le monde sait, richissime, et d'autres investisseurs à Paris. Et ils ont souhaité aussi ce côté-là parce qu'ils lançaient une offre B2B de vente de café, alors qu'avant ils étaient vraiment B2C. Et ils voulaient récupérer ce potentiel de buzz, y compris les billets sur les blogs, les citations dans Twitter, etc. Il y a deux choses qu'on avait recommandées qui n'ont pas été faites, qui ont en tout cas été faites partiellement et pas suffisamment bien. La première, c'est la partie présentation de l'entreprise. Ils ont fait une vidéo qui n'était pas une vidéo de type viral comme nous. Nous, vraiment, c'était... C'était quoi la différence? Alors, il faudra que vous ayez, ceux qui s'intéressent, vous alliez voir. En fait, nous, on a fait une vidéo, vous savez, avec les dessins qu'on bouge, là, et on raconte l'histoire de manière un peu ironique sur la grande distribution, c'est génial, c'est bien pour les petits producteurs qui gagnent bien leur vie, et les consommateurs payent pas cher, etc. Donc on s'est vraiment moqué de ça. Enfin vraiment, c'est une approche publicitaire par comparaison. Et c'était sans vraiment de prétention, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, mais c'était quand même un peu décalé, sympathique. Et lui, Chacun son café, ils ont fait une vidéo un peu corporate où il parle, il explique ce que c'est Chacun son café, etc. Ce qui n'est pas aussi intéressant qu'un truc un peu décalé où on se moque de quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est une des choses qui... Et donc, autant nous, notre vidéo, elle a été reprise dans les blogs, les gens étaient contents de la mettre dessus, donc ça faisait de la promo, parce qu'évidemment, les gens voient des vidéos. À la fin de la vidéo, il y avait un lien, enfin, l'URL sur laquelle on pouvait aller pour s'inscrire, etc. Et donc ça marche. Et d'ailleurs, on a eu des gens qui nous ont contactés pratiquement un an et demi après, de manière régulière, parce qu'ils voyaient la vidéo, ils voulaient inscrire, ils voulaient investir, et puis c'était trop tard. On avait clos l'opération depuis plus d'un an, mais bon.
Et donc, ce côté viral est important avec la vidéo. Et puis l'autre partie, c'est la partie teasing et on va dire les premiers qui donnent l'exemple, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on a ouvert l'opération, le premier jour, il y avait 35 personnes parmi des gens connus, donc des gens qui sont à la fois connus et qui sont proches de moi, donc qui ont accepté de s'afficher. Et je pense que ça, c'est déterminant, parce que les gens, ils voient ça, ils se disent, ah oui, c'est quelque chose de sérieux, il y a quelque chose qui se passe, je veux en faire partie, etc. Et chacun son café, ils l'ont pas fait, ils n'ont pas vraiment réussi, alors qu'il y avait, à mon avis... Et si on ne connaît pas quelqu'un connu qui est prêt à investir? Je pense que c'est plus difficile, mais en même temps, ce qui compte, c'est pas forcément qu'il soit connu, c'est qu'il raconte une histoire. C'est-à-dire que ce qui était dit tout à l'heure sur le premier cercle d'amis, le deuxième cercle avec les gens, des amis, c'est qu'à un moment donné, ce que les gens ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Moi, l'histoire que j'ai racontée, c'est regardez, on a un projet philanthropique, mais en même temps, on est soutenu par des gens connus de l'Internet. C'est ça mon histoire. C'est pas la seule histoire qu'on peut raconter. Je veux dire, on peut aussi dire, voilà, moi, je sais pas, moi, je fais un site d'aide à la personne. Ben voilà, j'ai tous les gens qui sont chargés d'aider la personne dans toutes les administrations de France et de Navarre. Et c'est ça mon histoire. C'est-à-dire que tous les gens qui sont proches du terrain, qui sont concernés par ce sujet, et donc qui sont qualifiés pour juger de la viabilité, du sens, etc., ils sont dedans. Et ça, c'est aussi une autre histoire. Et là, là, on prend son bâton de pèlerin, on va voir les gens. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand dans une entreprise, on n'arrive pas à mobiliser des gens autour de soi qui sont crédibles, en tout cas qui ont un regard suffisamment avisé pour juger de la qualité ou du positionnement, etc., c'est qu'on est mal parti, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Après, chacun a sa taille, chacun a ses ambitions. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on peut lever de l'argent avec la foule si on n'arrive pas déjà autour de soi des gens qui vous accordent du temps, qui vont vous écouter, etc. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, je ne crois pas que de manière fugitive sur un site de crowdfunding, les gens vont vous accorder la confiance si déjà des gens qui vous en donnent n'y ont pas cru. Donc, et c'est ça, raconter l'histoire, et c'est le côté préalable. Et après, c'est autour, c'est d'aller chercher les bons influenceurs, les gens qui ont du sens. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait très bien, parce qu'on a fait beaucoup d'opérations autour des blogs, etc. Et ça, je pense que la partie marketing, elle est clé. Et c'est aussi ça qui vous permet de recruter comme des investisseurs, des ambassadeurs, des gens qui sont aussi potentiellement vos clients. Parce que lever des fonds, c'est bien, mais avoir des clients, c'est encore mieux. D'accord. Donc, ce qu'on retient, c'est vraiment le côté marketing Voilà. dans cette histoire. Je te remercie. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va prendre une ou deux questions de la salle. Je vois qu'il y a une question ici. Merci. Je suis Romain Dossé, donc entrepreneur et responsable du développement de l'incubateur de l'Effray. Donc ma question porte sur la relation avec vos investisseurs, avec vos actionnaires. Combien de temps est-ce que cela vous prend et est-ce que vous avez des conseils sur des process ou des outils à mettre en place pour pouvoir en tirer le meilleur Alors oui, ça prend plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on sollicite, parce que comme vous savez, si on sollicite pas les gens, ils vont pas venir vous chercher, enfin, sauf quand ils commencent à avoir peur, etc. Mais sinon, donc nous on a mis en place un système avec un blog interne privé, et puis c'est de la communication par email sur les projets, etc. Et après, c'est aussi un travail d'équipe, parce que derrière les sollicitations, elles ont un objectif, c'est-à-dire soit c'est de les faire passer à la caisse si on veut leur vendre des produits, aussi si on veut leur des idées ou des partenariats, il faut que derrière on fasse une action de communication on va dire en groupe clos, dans le sens où on va leur présenter quelque chose et on va leur demander de réagir à ça, et ensuite il faut traiter les réactions, et plus on sollicite, plus on a de traitements, plus on a de réactions à traiter. Et après, c'est dans l'entreprise, il y a des gens qui vont traiter ça en fonction de la nature, en fait, de la demande. Et pour ce nombre d'actionnaires, ça représente je sais pas, un poste à temps plein, enfin quelqu'un qui s'en occupe Non, comme je le dis, ça peut représenter un poste à temps plein, voire plusieurs personnes. Après, ça dépend du niveau de sollicitation, ça dépend de la réceptivité des actionnaires. Si vous les sollicitez une fois par mois en leur disant, voilà, on a fait on a lancé des nouveaux produits, on a
on a besoin de gens qui testent, etc. Bah voilà, il y en a je sais pas, si vous en avez comme 200 comme nous, il y en a peut-être 100, la moitié ou moins qui vont effectivement participer. Il y en a un certain nombre qui vont faire des feedbacks. Et à la fin, vous allez avoir quelques dizaines de personnes à traiter. Et ça, c'est dans un process commun avec le reste, c'est-à-dire les clients, les utilisateurs, si c'est des sites où il y a des utilisateurs, qui aussi sont sollicités d'une manière un peu différente, peut-être décalée dans le temps, mais sur les mêmes problématiques. Et donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de... Enfin, c'est pas... Enfin, ce qui est complexe, c'est la partie administrative. Donc, ça veut dire qu'il faut s'imaginer qu'on traiter des actionnaires. Donc ça, je vous encourage, si jamais vous faites ça, de faire une holding. Déjà, ça, c'est indispensable. Ou alors des modes un peu plus innovants, comme ce que fait WeSeed maintenant, avec des actionnaires qui sont en direct entreprise, mais avec des classes d'actions différentes, ce qui fait qu'ils ont des droits inférieurs, non pas pour les désintéresser, mais pour qu'ils ne soient pas obligés de les solliciter à chaque fois qu'on fait une AG, etc. Et donc ça simplifie. Mais en dehors de ces parties administratives, le temps que vous passez, c'est le temps que vous voulez bien passer. À partir du moment où vous les sollicitez, ils vont réagir. Si vous ne les sollicitez pas, ils vont pas vous solliciter. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre une dernière question. S'il y en a. Non? Bon, merci beaucoup, Marc. Merci.